Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce vendredi, rien ne va plus entre le gouvernement congolais et l'Église catholique en République démocratique du Congo. La SENCO qui a appelé ce jeudi à barrer la route à toute tentative de confiscation du pouvoir. Au programme également en Angola, le président João Lourenço poursuit sa politique de rupture. José Filomeno, fils de l'ancien président Eduardo dos Santos, a été limogé ce jeudi de la tête du Fonds souverain. Et puis la grogne sociale qui enfle en Tunisie. Depuis le 8 janvier 2018, les manifestations contre la vie chère sont organisées à travers le pays. Des manifestations qui parfois dégénèrent. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Ramayad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc éditorialiste, merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec nous également Monsieur Hamidine Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie, en intelligence économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Nous invitons le peuple à demeurer debout et vigilant face à toute tentative de confiscation du pouvoir. Voilà ce qu'a déclaré l'épiscopat congolais ce jeudi 11 novembre 2018. Une déclaration forte qui bien évidemment agace la majorité présidentielle. On fait le point avec Corinne Kamdem, on en parle juste après. Le message est sans équivoque. Ce jeudi 11 janvier, les évêques en République démocratique du Congo ont appelé à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation du pouvoir. Mardi 9 janvier, une délégation de la SENCO, la Commission épiscopale nationale du Congo, avait été reçue par le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, pays voisin. Objectif : apaiser les tensions entre les deux parties afin d'éviter le pire après les violences du 31 décembre à Kinshasa. Mais l'épiscopat congolais a clairement pris position ce jeudi et ça ne devrait pas améliorer les relations déjà extrêmement tendues entre l'Église et le pouvoir. Nous invitons le peuple congolais à demeurer debout et vigilant, à prendre son destin en main et à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles. De son côté, le pouvoir en place dénonce l'ingérence de l'Église dans la vie politique du pays. Selon le pouvoir, la récente sortie de certains membres de l'Église se positionnant contre le maintien au pouvoir du président Kabila serait orchestrée par des membres de l'opposition, influençant ces membres du clergé congolais. Ce n'est pas la SENCO comme telle ou l'Église catholique comme telle. C'est une organisation politique qui a pu séduire quelques prélats catholiques, dont l'archevêque de Kinshasa, pour qu'ils puissent faire de la politique avec certains éléments. Nous ne pourrons pas les dire ici parce que, peut-être que vous me demanderez d'apporter certaines preuves que je ne pourrais pas apporter ici, mais nous avons des éléments d'information qui font que nous avons aussi des forces souterraines qui ont essayé un peu d'intervenir par rapport à tout cela. Mais il ne faut pas faire d'amalgame pour parler de l'Église catholique en tant qu'institution ou la SENCO, qui est l'organisation qui regroupe tous les évêques qui n'ont pas pris part à cette manifestation. Le climat politique est de plus en plus délétère en République démocratique du Congo en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat, d'après la Constitution, a pris fin le 20 décembre 2016. Les élections pour organiser son départ et sa succession sont prévues le 23 décembre 2018. Alors, Ramayad, la répression des manifestants du 31 décembre 2017 est encore présente dans les esprits en République démocratique du Congo. Et encore ce jour, lors de la messe en hommage aux victimes, des tirs ont été entendus dans la capitale congolaise. Est-ce que s'attaquer finalement à l'Église n'est pas s'attaquer au peuple congolais quand on sait l'importance qu'a l'Église dans ce pays ? Bien sûr. Ce qui est extraordinaire dans l'évolution de la crise politique au Congo, c'est évidemment ce rôle d'opposant numéro 1 qu'a revêtu l'Église catholique en RDC. C'est un événement important, étonnant, puisque un peu partout dans le monde, l'Église catholique recule, mais il y a là une dynamique politique très forte, qui est même critiquée, on l'a vu par les membres de la majorité présidentielle, qui voient dans cette Église une opposition de nature politique. Mais je considère que lorsque l'archevêque de Kinshasa, qui en a vu d'autres, un homme de 78 ans, qui a connu l'époque de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila,
qui aujourd'hui déclare que les médiocres dégagent, c'est que nous sommes arrivés à un point de rupture et de crise démocratique, voire existentielle, très très forte. Les raisons, moi j'en vois plusieurs, parce que c'est intéressant à analyser comme phénomène social et politique. D'abord, ces évêques sont engagés depuis 2 ans dans la médiation politique pour essayer de trouver une issue. Ils sont à l'origine de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'Église était portée garante pour calmer l'opposition et l'inciter à entrer dans ce jeu de la médiation. Donc lorsque cet accord a été violé, évidemment l'Église s'est sentie flouée. La deuxième raison, c'est que la nature est à horreur du vide. Où est l'opposition politique, j'entends? Étant absente, ou en tout cas pas à la hauteur des événements actuels, l'Église a pris sa place. Et puis enfin, je dirais qu'en Afrique centrale, on a quand même ce phénomène assez impressionnant où l'Église est souvent la seule structure institutionnelle et morale qui tient debout. On le sait, on le voit au Burundi, en Centrafrique, où les archevêques occupent un rôle qui dépasse les frontières confessionnelles de tel ou tel. La visite du pape a été importante également et des accords ont été signés avec une vingtaine d'États pour développer et venir en aide aux curés catholiques. Donc il y a là un phénomène politique assez important qui est une singularité par rapport à l'évolution dans le monde. Monsieur Kane, vous êtes d'accord? Vous pensez aujourd'hui que l'Église catholique est redoutée par le pouvoir de Kinshasa parce que c'est la seule structure véritablement encore organisée? Tout à fait, mais depuis 2016, on le voyait depuis décembre 2016 déjà. Et puis je crois qu'il faut dire quand même au gouvernement congolais et à Kabila de savoir raison garder. Parce que le Congo joue un rôle central en Afrique. Et puis le développement de l'Afrique dépend grandement du sort du Congo démocratique. Ça, il ne faudra pas que les Africains le sous-estiment, parce que le Congo joue un rôle très important et puis le développement futur de l'Afrique se fera avec le Congo, sinon l'Afrique ne se développera pas. Bon, ceci étant, il faudra se dire aussi que Joseph Désiré Kabila, M. Kabila, l'actuel président, qui devait partir en décembre 2016, n'a pas tenu ses engagements. Il avait promis avec l'Église catholique, justement, en décembre 2016, qu'il allait organiser des élections, justement, en 2017. Alors, ce n'est pas la première fois voilà, que c'est pas la première fois, mais ça veut dire que s'il ne tient pas sa parole, l'Église ou bien les partis politiques doivent aussi se demander est-ce qu'il ne faudra pas passer outre mesure. Parce que c'est vrai que 2 ans ou bien 1 an et demi après avoir déjà, en ce moment il devait quitter le pouvoir, qu'il n'arrive pas à quitter ou bien qu'il maintienne le pouvoir en l'état et puis qu'il corrompe justement les appareils politiques, ça je crois que c'est quelque chose de très malsain et puis je crois que ça augure d'une mauvaise fin pour lui. D'une mauvaise fin pour lui, ça il faudra le dire. Et puis je crois que c'est vrai que le prélat a dit qu'il faudra essayer de faire calmement les manifestations, mais moi je dis que si par exemple il n'entend pas cette voix, il faudra passer outre mesure par la force. Ah oui, il ne faudra pas le craindre. Hein. Il faudra... Pour vous, c'est un risque qu'il faut prendre? Absolument, il faudra le prendre parce que sinon, ça va durer ad vitam aeternam. L'année prochaine aussi, il dira que le moment n'est pas venu. Donc, il ne tient pas parole. Il faudra que l'Union africaine aussi joue un rôle clé, par exemple, dans cette crise qui est fondamentale en Afrique. Je ne crois pas que le Congo, la RDC, qui est un pays épuisé par la guerre civile, depuis 30 ans, a besoin d'un coup de force actuellement. Et c'est tout l'honneur de l'opposition et de la société civile de manifester en paix. Que n'aurait-on dit s'il y avait eu un coup d'État? Encore les Africains qui ne savent pas faire de transition démocratique. Et je suis d'accord avec vous. Joseph Kabila joue clairement la stratégie du pourrissement. Il cherche à gagner du temps. L'équation, incontestablement, en fait, il a incontestablement perdu la bataille de l'opinion. Et quand on a perdu la bataille de l'opinion, à la fois nationale et internationale, eh bien, la position devient intenable. L'équation est simple. La balle est dans son camp, il est dos au mur totalement. Et l'équation est simple. Comment faire confiance à un dirigeant qui est incapable de protéger sa population et qui même l'attaque à travers les fusillades dont on parlait tout à l'heure, les tirs. Et c'est une équation absolument chaotique. Sur le plan diplomatique, c'est un homme isolé.
On a vu le patron des Nations Unies qui a demandé son départ. C'est un homme isolé, mais qui, pour l'instant, arrive à tenir. L'Union européenne ne le soutient pas. Vous avez le chef des opérations de maintien de paix, Lacroix, qui a aussi dénoncé sa position. La Belgique qui a suspendu. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, lors de sa visite, a parlé de situations horribles. Il n'y a guerre. Attendez, je termine là-dessus. Il n'y a guerre. Faut-il s'en étonner que Paris, pour avoir une position des plus ambiguës, puisqu'on sait que, contrairement à son prédécesseur, Emmanuel Macron n'a pas tenu encore des propos dignes de la situation actuelle. Et à ce sujet, est-ce qu'il faut encore une fois considérer, comme ce qui se passe dans les Kivu d'ailleurs, que les intérêts des géants miniers, énergétiques français sont en jeu? Si c'est cela, c'est honteux. Et de toute façon, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où effectivement, on atteint un point de non-retour. Il n'y a pas d'autre solution que la transition démocratique, c'est-à-dire qu'il y ait des élections le plus tôt possible. Et tout ce qu'on explique pour le refuser le plus tôt possible, on l'a vu en 2016. Il l'avait promis, mais il ne l'a pas fait. Il y a une phase de transition qui a été voilà, mais tout compte fait, il perpétue la corruption, parce que la corruption gangrène justement l'économie congolaise. Et puis, par exemple, toutes les industries qui étaient rentables, d'ailleurs, il y a quelques années, maintenant sont pratiquement en faillite. Et puis, les pays frontaliers sont en train aussi de piller le Congo. Je crois que le temps est venu que l'Union africaine s'implique davantage pour essayer de résoudre ce problème, parce que c'est un problème qui pèse sur les Congolais et qui pèse sur toute l'Afrique entière. Vous avez dit tantôt que la représentante des États-Unis aux Nations Unies. Mais nous, les États-Unis, en tout cas, semble insensible. Les États-Unis, on s'en fiche éperdument. Vous avez entendu les propos de Trump vis-à-vis de l'Afrique. C'est des pays de merde. Hein? C'est ce qu'il a tenu. Oui, mais voilà. Donc, la visite de Nikki Haley, c'était il y a plusieurs jours de ça. Voilà, d'accord. Mais pour les États-Unis, l'Afrique doit faire abstraction des États-Unis, parce que les États-Unis ne considèrent pas l'Afrique. Vous avez entendu les propos. Bien sûr, mais ne réduisez pas les États-Unis à Trump. Non, je ne réduis pas. Qui est là aujourd'hui, qui demain ne sera peut-être pas là, et les intérêts américains dépassent bien évidemment. Oui, d'accord. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que les Africains doivent avoir la tête froide et puis regarder dignement l'avenir. Parce que l'Afrique, c'est un grand continent et puis on n'a pas besoin de tendre éternellement la main à des puissances étrangères, fussent-elles par exemple européennes ou américaines. Donc pour vous, c'est à l'Union africaine C'est à l'Union africaine de décider et puis de prendre des décisions nécessaires, absolument. Alors, Ramayad, ce mardi, une délégation de la CENCO, justement, a été reçue à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso. Quel peut être l'apport, finalement, de la médiation congolaise, qui, on sait, est très proche, justement, de l'autre Congo? Je ne sais pas, je me demande. Parce que je crois que l'autre Congo a aussi des problèmes de nature pas très lointains, y compris démocratiques. Honnêtement, je n'y crois pas. Je crois à une solution interne. Franchement, j'aurais pensé, parce que Joseph Kabila n'est pas... C'est pas un dinosaure de la politique congolaise. Quand il a succédé à son père, il était assez jeune. Il est supposé appartenir à la jeune génération. Et son évolution est très, très décevante. Moi, je crois très honnêtement que plutôt qu'un coup d'État qui peut dégénérer, il faut quand même voir le contexte, hein. Les Kivu n'ont jamais arrêté de saigner depuis 30 ans. Les milices sont partout. Donc moi je n'ai pas envie que le peuple congolais continue à souffrir et à être maltraité de cette manière-là. Mais moi ce que je crois, c'est que la solution est dans cette pression constante, qu'elle ne cesse pas. Les puissances étrangères, que ça vous plaise ou non, donneront leur avis, c'est comme ça. Bon, il vaut mieux qu'ils soient en faveur de la transition démocratique que l'inverse. Donc, à mon avis, il faut continuer cette pression. La société civile doit garder sa dignité, continuer à manifester, y compris dans les autres capitales africaines et étrangères. Je crois que l'Église ne doit pas lâcher. Elle est garante d'un accord qui était important, qui doit être tenu. L'opinion publique internationale, nationale et africaine sont tous conscients que c'est Kabila qui est dos au mur et que c'est lui qui a remis en cause la viabilité de cet accord en prétextant des
des arguments comme l'instabilité du pays ou les difficultés d'organisation pour empêcher cela de se faire, mais je pense aussi à l'opposition. Parce que, admettons, Kabila part, ce n'est pas l'Église qui va arriver au pouvoir, ce n'est pas, j'espère, l'armée qui va arriver au pouvoir. Bah justement, on a une opposition congolaise qui est divisée et assez affaiblie. Est-ce qu'elle peut trouver finalement un partenaire de poids dans cette Église catholique? Elle peut trouver, et puis on l'avait dit ici il y a quelque temps, moi je crois que le salut peut être aussi dans la société civile. Dans la société civile, dans les intellectuels qui sont d'ailleurs peut-être dans la diaspora congolaise qui est très nombreuse, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis, qui reviennent pour donner un coup de pouce à cet État et puis dont les Africains ont besoin que cet État relève. Et puis moi je crois aussi que le Congo-Brazzaville, ça veut dire Sassou Nguesso, peut jouer un rôle de médiateur. Moi je crois fermement à ça parce que bon, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il a des problèmes économiques très important. Mais c'est un rôle d'ailleurs auquel le président Sassou Nguesso est très habitué. Absolument, il a des problèmes économiques et politiques, mais il peut jouer ce rôle parce que bon, ces deux Congos, ce qui les sépare, c'est la frontière, les deux capitales. Et puis le Congo-Brazzaville n'a pas besoin d'instabilité de l'autre côté de la rive. Parce que si ça dégénère, il y aura un afflux de population. Parce que Kinshasa, c'est l'une des plus grandes mégapoles africaines. Donc s'il y a 2 millions ou 3 millions de personnes qui se déversent à Brazzaville, ça dépasse déjà... C'est l'argument de Kabila pour rester au pouvoir. Voilà. Justement, il va négocier de tout son poids et puis il va essayer de mettre justement d'autres pays africains, que ce soit le Sénégalais ou bien l'Ivoirien et l'Angola, aussi justement, et puis maintenant d'ailleurs le Zimbabwe qui a toujours joué un rôle important militaire à l'intérieur du Congo. Donc je crois que c'est un rôle important qui peut être dévolu à Sassou Nguesso. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.